voulais vous remercier tous d'être venus quand même assez nombreux au premier événement organisé par les Patriotes en Alsace. Donc c'est quand même une certaine émotion que je constate le succès, quoi. Une cinquantaine de personnes. Je ne suis pas certain que beaucoup de mouvements politiques, après la phase électorale intense, un peu longue des présidentielles et législatives, beaucoup puissent rassembler autant de monde. Et on a des élus alsaciens, bien sûr, je pense à Yann Klein, à Sylvain Marcelli. On a Thomas Laval, qui nous vient de Champagne. On a le secrétaire départemental de DLF, Maxime Van Kamerbeck, qui est aussi conseiller municipal de Lichevillers. On a les Forbachois qui sont venus, on a Éric Villain qui est élu de Lorraine. Donc on a quand même autour de nous pas mal de force, et je vous compte aussi là-dedans parce qu'on est en phase de structuration, de naissance même, et cette réunion a aussi, au-delà du caractère convivial, d'un repas qu'on partage ensemble et qu'on apprécie tous, pour but de structurer véritablement notre mouvement localement. Donc j'invite chacun d'entre vous qui aurait l'envie de participer, de structurer le mouvement, à venir vers moi, à contacter, à échanger les coordonnées. Comme vous le savez, on n'entend pas avoir l'organisation pyramidale, très hiérarchisée, classique des partis politiques. La Fondation veut se structurer sur des bassins de vie, sur des idées, sur des thématiques. Donc si vous avez une compétence particulière dans un sujet donné, n'hésitez pas, et vous voulez vous investir dans ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Je pense particulièrement à une personne ici qui a des compétences dans le sujet culturel, et je sais qu'il pourra nous aider. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'être venus aujourd'hui. J'espère qu'on commence tous une belle aventure ensemble. Et je vais laisser la parole à celui que vous êtes venu entendre bien plus que moi, qui est le président de notre jeune formation, qui est également député européen et conseiller régional dans la grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, Florent Philippot. Bien, merci à vous tous, merci Andrea pour cet accueil. C'est effectivement notre première réunion publique, on va dire, patriote, en Alsace. Et je suis très heureux de vous voir nombreux remplir ce restaurant. Je te remercie Andrea pour l'organisation parfaite de cet événement, qui est un événement qui, je crois, va laisser quelques traces, parce que quand c'est la première fois, eh bien, effectivement, ça laisse toujours plus de traces. Je remercie évidemment Sylvain Marcelli, qui est référent départemental, lui, pour le Haut-Rhin, alors que Andrea Didlo est référent départemental pour le Bas-Rhin. Je remercie également Eliane Klein, qui est conseillère régionale et qui est également référente, mais elle, au niveau national, thématique sur la question de la protection animale. J'y reviendrai tout à l'heure dans mon allocution, mais vous savez que nous souhaitons aussi, si vous avez lu la charte des Patriotes, nous souhaitons aussi être le grand mouvement politique de la protection animale. Donc nous sommes très heureux et très honorés d'avoir une compétence comme celle d'Eliane pour nous aider sur ce sujet-là. Je sais que la Moselle est toujours là. Donc là, en France, il y a toujours un bout de Moselle et surtout un bout de Forbach. Donc je remercie tous mes amis, et y compris Thomas et Eric, qui sont conseillers régionaux, et qui sont et Bernard et Denise et tous nos amis qui sont là pour Thomas, Louis, etc. qui viennent de Forbach aussi. Mais vous savez que l'Alsace-Moselle, ça a toujours fait sens, et que ça fait sens pour la défense du droit local, ça fait sens pour la défense du concordat auquel nous sommes attachés, pour ceux qui me poseraient des questions. Et effectivement, à ma droite se trouve notre ami Maxime. Je dis vite notre ami parce qu'on ne se connaissait pas vraiment, mais qui est secrétaire départemental de Debout la France pour le Bas-Rhin, et qui nous fait le plaisir, l'amitié d'être là aujourd'hui avec nous. Bah, écoutez, moi je suis très heureux. Ça témoigne de notre volonté de rassemblement, évidemment, et du fait que, je le rappelle, chez nous, il n'y a pas de problème avec la double appartenance ou la triple appartenance. On peut parfaitement être patriote et être adhérent d'un parti politique, ça ne me pose aucun problème, et je ne suis pas là pour régimenter la vie des gens. Que les choses soient dites aussi clairement. Alors, je viens vous parler évidemment en toute amitié d'abord,
on va parler de la France, on va parler de l'Alsace. Mais d'abord, parlons un peu de nous. Et voyons où nous en sommes. Où en sont les patriotes? Alors les patriotes sont devenus un mouvement politique le 29 septembre dernier. Donc je crois, sans trop de risque de me tromper, que nous sommes le plus jeune mouvement politique de France. Et pourtant, nous sommes loin d'être le plus petit. Nous grossissons, nous grandissons chaque jour. Nous avons déjà beaucoup d'élus et nous avons aussi, surtout, beaucoup de bonne volonté, de bonnes énergies qui nous ont rejoints. Je voudrais quand même faire remarquer, et ceux qui sont un peu plus âgés ne doivent surtout pas le prendre mal, parce que tout le monde est bienvenu et j'ai énormément de respect aussi pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, ceux qui sont un peu plus mûrs. Mais je fais quand même remarquer que par rapport aux réunions publiques que je faisais pour un autre parti politique avant, la salle en moyenne est beaucoup plus jeune. Voilà, il y a beaucoup de jeunes, et je le constate, puisque j'ai commencé ma tournée des initiatives locales dans le Var. Nous avons ensuite fait notre très belle réunion, et plusieurs d'entre vous y étaient, à Colombey, les 2 églises, l'autre jour, le 9 novembre. Il y a toujours beaucoup de jeunesse. Ben pour moi, forcément, c'est un signe encourageant. C'est le signe que nous incarnons une espérance. Et nous incarnons très probablement l'idée d'un avenir français. Alors, où en sommes-nous? Nous sommes en pleine phase de recomposition politique. Les plaques tectoniques bougent à toute vitesse suite à la campagne présidentielle, l'élection de Macron. Alors on nous a longtemps dit en cette rentrée que la France Insoumise serait le seul et grand mouvement d'opposition. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'à la tête de la France Insoumise, il y a un leader déprimé qui estime que Macron, de toute façon, va l'emporter et que donc il faut quasiment baisser les bras. Et surtout qui commence à être rempli d'ambiguïté, de paradoxes, de contradictions, voire de compromissions assez insupportables. Évidemment, je fais référence à certaines déclarations des députés de la France Insoumise, comme la députée Obono ou la députée Clémentine Autain, qui ont eu des propos vis-à-vis de l'islamisme qui n'étaient pas acceptables. Je ne vais pas simplement dire pas clair, je vais dire pas acceptable. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir sur le fondamentalisme islamiste qui est responsable de quasiment 250 morts et 600 blessés dans notre pays. Donc évidemment, on sent que là, il y a un malaise. Je passerai très vite sur le Parti Socialiste et les Républicains, qui pour moi sont terminés, dans un miroir d'ailleurs, c'est-à-dire les 2 grosses forces qui avaient structuré la vie politique pendant 40 ans, sont maintenant terminées, ont explosé, en voie de dissolution. Le Front National, allez, on ne tire pas sur une ambulance, comme on dit, hein. On va pas être trop méchant, mais enfin, je sais qu'on est beaucoup d'ici où on en vient, et on n'oublie pas tout ce qu'on y a fait de beau, toutes les belles amitiés qu'on y a eues et tous les beaux combats qu'on a menés. Bien évidemment, on n'est pas là pour cracher dans la soupe, certainement pas. Mais on doit faire une analyse politique et constater tout simplement qu'un parti politique qui ne sait plus ce qu'il pense sur aucun sujet, qui ne sait plus où il va, et qui répond quand on lui demande sur des questions aussi fondamentales que la souveraineté nationale, ce qu'il en pense, qui répond « on verra », « on va voir ». Moi je pense que ce parti politique-là, qui est obligé de s'en remettre à un questionnaire pour savoir ce qu'il pense, n'a pas non plus la capacité d'être audible et d'incarner une force d'espérance et une force d'avenir pour notre pays. Alors aujourd'hui, où est l'enthousiasme? Où est cette force tranquille et dynamique de la vie politique française? Bien, mes chers amis, elle est ici. Elle est chez les patriotes. Et vous en êtes le témoignage vivant, la preuve vivante. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, pour vous le démontrer encore un peu plus, qu'après l'arrivée du général Blanchon, qui était adjoint de la zone de défense Est, qui nous a rejoint il y a 1 mois et que j'ai nommé référent à la défense nationale pour notre mouvement, qui est un général formidable. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a 2 jours, un autre général nous a rejoint, le général Frétille, qui lui avait le même poste que le général Blanchon, mais pour la zone de défense Ouest, et qui s'est occupé beaucoup en Outre-mer de la question du service militaire adapté, le SMA. Eh bien, ce général, je l'ai eu au téléphone, il a adhéré et il nous a dit « je vous rejoins avec grand bonheur ». Moi, quand je vois des figures comme cela, comme celle-ci, nous rejoindre, et en plus avec beaucoup de sincérité, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, je me dis que nous sommes probablement sur la bonne voie. Il y a de l'enthousiasme, il y a des convictions, partout en France, les adhésions se portent formidablement bien. Nous ne cessons d'avoir de plus en plus d'adhérents. On a franchi la barre des 5000 adhérents. Moi, je vous donne que des vrais chiffres.
Si je vous donnais des faux chiffres, je dirais on est 100 000. Je serais comme les autres, République En Marche, je crois qu'ils sont 400 000, c'est ça? 400 000, puis quand ils font une réunion publique sur Internet, il y a 32 connectés. Donc il y a un petit souci. Non, nous, on est vraiment 5000 patriotes et chaque jour, de plus en plus nombreux. Nous sommes en train de nommer nos référents départementaux. Et avant le congrès de lancement, auquel vous serez évidemment toutes et tous invités et les bienvenus, qui aura lieu courant février ou courant mars prochain, grand congrès national de lancement, eh bien, nous aurons couvert l'intégralité des départements en métropole, outre-mer, mais également, bien sûr, pour les Français de l'étranger. Nous avons nommé et nous continuons de nommer des référents nationaux thématiques. Je parlais d'Eliane sur la protection animale, je parlais du général Blanchon sur la défense nationale, mais nous avons des référents sur beaucoup de sujets, le logement, les questions numériques et tout le reste. Et nous sortirons la semaine prochaine notre premier livret qui portera sur la cybersécurité. Donc vous voyez, on est vraiment une force qui veut se projeter dans les grandes thématiques d'avenir. Qui nous rejoint? Alors la facilité, ce serait de dire ce sont des déçus du Front National. Il y en a, bien sûr. Mais une déception n'est jamais une motivation suffisante. Il faut par ailleurs une conviction, une adhésion. Alors oui, il y a des gens beaucoup qui viennent du Front National. Mais sachez quelque chose, puisqu'on fait à chaque fois une petite enquête dès que quelqu'un adhère, et bien que nous avons aujourd'hui une majorité d'adhérents, plus de 50% d'adhérents, qui ne viennent d'aucun parti politique. Et donc ça, c'est peut-être une de nos plus grandes fiertés. On a réussi à réintéresser à la vie politique, et j'espère peut-être même à remettre demain aux urnes des gens qui s'étaient détournés de la politique, qui ne croyaient plus dans les partis politiques, qui en avaient marre de cette compromission permanente, de voir des partis politiques, j'en ai cité quelques-uns, et je pense qu'ils sont pour le coup tous ceux que j'ai cités à mettre dans le même sac, des partis politiques qui regardaient le sondage du jour pour savoir ce qu'ils doivent penser, qui sont obligés de regarder un sondage pour savoir s'ils sont pour ou contre l'euro, qui sont obligés de regarder un sondage pour savoir s'ils sont pour ou contre l'Union européenne, qui sont obligés de regarder un sondage pour savoir ce qu'ils doivent dire tel ou tel jour sur la question de l'immigration ou sur tel autre sujet. Et ça, vous voyez, le fait que nous ayons, nous, une force de conviction, une cohérence, une ligne claire, eh bien, c'est probablement, pour nous, une force. Et c'est aux yeux de beaucoup de Français une force. Cette capacité d'attraction et de rassemblement que nous avons. Il y a beaucoup d'énergie, et c'est cette énergie, c'est votre énergie, c'est l'énergie que nous avons tous qui nous permet d'avancer, et qui nous permet d'avancer très vite. Car oui, je le rappelais, nous avons moins de 2 mois d'existence. On est né le 29 septembre, comme mouvement politique. Imaginez ce qu'en moins de 2 mois d'existence, nous avons réussi à abattre comme travail. Nous avons publié notre charte, la charte des Patriotes, le 7 novembre dernier. Nous avons également mis en place ce formidable outil de démocratie participative qui s'appelle l'Agora des Patriotes sur le site internet, qui permet à tous les adhérents qui reçoivent des codes d'identification de participer au débat et d'élaborer ensemble ce qui constitue notre grand projet pour la France. Votre rôle, à vous, ici, il y a bien sûr des gens qui sont patriotes et des gens qui n'y sont pas encore, et qui, je l'espère, vont nous rejoindre après cette réunion. Mais notre rôle collectif à tous, c'est de continuer en permanence d'élargir ce cercle. Et je le précise très clairement, de l'élargir sans exclusive. Nous ne sommes pas sectaires. Nous sommes sincèrement pour que la France demain aille mieux, pour que les Français vivent heureux dans leur pays. Et en étant dans cette démarche très sincère, on ne peut évidemment que être dans une démarche de rassemblement sincère. On n'est pas sectaire. On n'est pas là pour dire toi ok, toi non. S'il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des gens du nord, des gens du sud, des gens de l'est, des gens de l'ouest qui nous rejoignent, des gens des villes et des champs, à partir du moment où ils ont la France à cœur, et quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, leur absence de religion, quel que soit tout cela, tant qu'ils ont la France à cœur sincèrement, eh bien, soyez-en certains, mes chers amis, ils seront toujours les bienvenus chez les patriotes, chez nous, c'est-à-dire cette grande famille qui est là pour défendre la France, la nation et notre amour. On n'est pas fermé parce qu'on dépasse toutes les chapelles, parce que nous savons ce que nous défendons. Nous, on défend la France dans son indépendance nationale, dans sa liberté.
nous défendons ce pacte démocratique des républicains, ce qui fait que, normalement, je dis bien normalement parce qu'on l'a oublié, il y a un seul souverain dans notre pays, c'est le peuple français. Et il n'y en a qu'un seul qui peut décider normalement de son destin, c'est le peuple français. Et ça se traduira par des choses très simples, mais que vous avez déjà retrouvées dans notre charte. Oui, nous sommes le grand mouvement de la démocratie directe. Avec nous, il y aura des référendums. Et avec nous, il y aura même, figurez-vous, le respect des votes et des résultats des référendums. Ce qui n'a pas été le cas, comme vous le savez, sur le dernier référendum national qu'on avait connu, c'est-à-dire sur la Constitution européenne en 2005. Nous créerons le référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire cette capacité du peuple français à se saisir lui-même, s'il le souhaite, d'un sujet, et à le porter dans les urnes, par référendum. C'est ce que font les Suisses. Est-ce que les Suisses sont forcément plus malins que nous? C'est ce que font aussi les Italiens. C'est ce que font beaucoup d'États américains. Eh bien, nous le mettrons en place, nous créerons cette possibilité dans la Constitution française, parce que nous n'avons pas oublié que nous sommes favorables au gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ça fait toute la différence. Eux, ils sont favorables au gouvernement de la caste, par la caste et pour la caste. Nous, nous sommes favorables exactement à l'inverse, à ce que le peuple reprenne la maîtrise de son destin. Et c'est ça aussi les patriotes, et c'est pour cela aussi, mes chers amis, que nous allons continuer de nous battre. Si je me limitais à ça sur la crise démocratique, je serais incomplet. Je serais très incomplet. Parce que la crise démocratique, ce ne sont pas que des problèmes institutionnels. C'est d'abord un constat très simple, mais à côté duquel nous ne devons pas passer. C'est que notre pays n'a absolument plus les manettes pour se diriger. Et c'est le problème de l'Union européenne. Alors, je vais être clair sur ce sujet-là. Parce que je n'ai pas envie de faire mon petit numéro comme les autres. Je pourrais vous dire, comme les autres, et ces autres sont de plus en plus nombreux parmi les partis politiques, que l'Europe ne nous convient pas, puisque c'est à peu près admis par tout le monde aujourd'hui, que l'Union européenne ne nous convient pas, mais que nous allons la changer. Et que promis, demain, nous allons faire, alors vous choisissez, l'Europe sociale, si vous êtes plutôt de gauche d'origine, l'Europe qui protège, si vous êtes plutôt de droite d'origine, ou l'Europe plus démocratique, si vous croyez un peu en ces fadaises. Je pourrais vous faire ce numéro en vous disant on va faire une autre Europe, on va faire autre chose. En réalité, si vous reprenez la première affiche du Parti Socialiste aux élections européennes de 1979, c'est pas tout à fait hier, eh bien, vous remarquerez qu'elle s'intitulait « Demain, une autre Europe ». Parti Socialiste, 1979. Alors moi, je veux bien qu'on continue comme ça. On peut continuer, on peut encore y être en 2050. Tandis qu'il ne restera plus une seule usine dans notre pays, tandis qu'il y aura des campements de migrants à peu près partout, tandis que notre pays ne décidera absolument plus de rien et qu'il n'y aura absolument plus de démocratie, on pourra continuer, si vous voulez, sur les tréteaux des meetings ou dans les émissions de télévision ou de radio ou sur Internet, de vous expliquer qu'on fera, promis, demain une autre Europe. Et puis il n'y aura plus que 5% des Français qui voteront et 95% qui s'abstiendront parce qu'on aura créé de la désespérance un peu partout. Alors je vais vous dire la vérité, non, on ne peut pas faire une autre Europe. Non, on ne peut pas faire l'Europe sociale. Non, on ne peut pas faire l'Europe qui protège. Non, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. Il y a un seul choix, il faut qu'il soit courageux et il faut le prendre avec enthousiasme. Il y a une seule possibilité. C'est que la France retrouve son indépendance nationale par le Frexit. Ce qui ne veut pas dire ensuite qu'on sera seul, isolé. Ça veut dire au contraire même qu'on mettra en place des coopérations sur des projets concrets, beaucoup plus productives que ce qu'on fait aujourd'hui. Car ne me dites pas que la directive détachement des travailleurs ou que le traité CETA avec le Canada sont des choses positives pour la France. Ce sont des horreurs. Nous pourrons mettre en place des projets beaucoup plus intelligents en matière industrielle, en matière d'innovation, en matière écologique, en matière de santé, en matière culturelle. Et nous pourrons même, cerise sur le gâteau, redécouvrir que nous sommes une puissance mondiale. Car c'est un peu ce qu'on nous a fait oublier avec ce projet d'Union européenne. On a l'impression que la France se réduit à Berlin et Bruxelles. Mais attendez, la France, elle est présente sur tous les océans et tous les continents du monde. La France a une des langues les plus parlées dans le monde, et qui sera d'ailleurs de plus en plus parlée demain.
La France a encore une des plus grandes armées du monde. La France est encore un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y en a pas beaucoup avec droit de veto. Et ça, on a voulu nous le faire oublier. Eh bien, nous redécouvrirons qu'on peut coopérer aussi avec le monde entier. Je vais même vous faire une petite confidence, une information pour ceux qui ne le savent pas. Savez-vous quelle est la première frontière de la France? Le Brésil. C'est le Brésil. Bravo. La première frontière de la France, c'est le Brésil. Et comment se fait-il qu'on n'en soit même pas conscient? Comment se fait-il qu'on ne sache même pas qu'on a le premier espace maritime du monde, plus de 11 millions de kilomètres carrés? C'est 20 fois la taille de la France métropolitaine, avec tout ce qu'il y a comme richesse économique, énergétique, culturelle, diplomatique extraordinaire là-dedans. Alors c'est ce rêve français, cette ambition française, cette aventure française que je veux vous proposer. Et cette aventure française, elle est tout sauf la solitude ou l'isolement ou le repli sur soi. C'est tout l'inverse. Mais il va falloir le faire avec courage et détermination. Et je dirais même enthousiasme. Et il va falloir reprendre un petit peu confiance en nous pour le faire. Parce qu'évidemment, si on ne croit plus en nous, on ne fera rien. Et on aura vocation à disparaître. Alors il va falloir aller tous ensemble vers ce chemin-là. Et ce chemin-là, il sera éminemment plus démocratique et respectueux des peuples que le chemin actuel, qui est celui d'une prison. On peut faire autrement, on doit faire autrement, mais on doit le faire clairement, sans mentir, sans détour, sans esprit de manipulation, comme le font d'autres partis politiques qui ne disent pas clairement les choses à leurs électeurs ou à leurs adhérents, mais qui en réalité défendent un projet qui est un projet de continuité de ce qui se fait. Oui, nous sommes là pour sortir de la comédie du pouvoir. Et c'est peut-être la seule manière finalement de recréer du lien entre le citoyen et la politique. Vous savez, on a vécu les mandats, les quinquennats Sarkozy, puis Hollande, puis Macron. Et à chaque fois, on constate que les Français sont très vite déçus. Alors ça se voit, c'est les fameux sondages d'opinion, puis ensuite les élections intermédiaires qui sont souvent catastrophiques pour le pouvoir. Et extraordinairement, on nous dit à chaque fois, ah bah les Français, ça y est, ils aimaient bien le président élu, puis 3 mois après, ils ne l'aiment plus. Puis vous remarquerez d'ailleurs que ça va de plus en plus vite. Sarkozy, ça a mis 3 ans, Hollande, ça a mis 3 mois, Macron, ça a mis 3 semaines. Bon, il y a bien une raison à ça. Il y a une raison à ça. C'est qu'en réalité, à chaque fois, ils se font élire sur des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Il y a un énorme problème de sincérité. Alors, ce qu'on vous propose avec les Patriotes, c'est peut-être pas la voie la plus facile. C'est peut-être une voie un peu plus compliquée. Mais je crois que c'est la seule au final. Parce que sinon, de toute façon, notre camp perdra toujours. Toujours. Ce sera toujours le camp d'en face qui gagnera. La voie qu'on vous propose, c'est la voie de la sincérité. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous raconter des salades. Je ne suis pas là pour vous expliquer, comme je le disais par exemple sur l'Europe, mais sur plein d'autres sujets, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Les salades, vous en avez suffisamment mangé ces dernières décennies. Ils vous en ont suffisamment servi. Oh, je peux vous en citer quelques exemples. Le Karcher, c'était pas une belle salade, ça. Le traité simplifié, qui s'est transformé en traité de Lisbonne, c'est-à-dire la trahison de la Constitution européenne. C'était pas une autre belle salade, ça? La réforme, là, toute récente de Macron, la directive détachement des travailleurs, soi-disant, vous savez, il est allé faire son petit tour en Europe de l'Est. Ça a été un fiasco total. Il est revenu avec quoi? Une directive qui ne change rien. Rien du tout. Ah si, on pourra maintenant... Maintenant, les contrats pourront durer, je crois, 1 an maximum. Oui, enfin, en France, le contrat moyen d'un travailleur détaché, c'est 47 jours. Alors on est bien avancé, avec un contrat d'1 an maximum, ça ne change strictement rien. Et le transport routier sera mis de côté. Il ne sera pas concerné par la réforme. Donc en réalité, vous voyez bien, c'est une comédie du pouvoir. Et en fait, une tragédie du pouvoir. De la comédie à la tragédie, il n'y a qu'un pas. Ben, on va en sortir. Et on va en sortir par le haut. Par ces propositions. Par ce projet. Il n'y a pas de baguette magique en politique. Mais quand on sait où on veut aller, on y va. Et on a suffisamment d'énergie et de force pour le faire. Et on s'appuiera sur le peuple français qui, je crois, a bien compris les choses pour le faire. On ne manque pas de ressources, on ne manque pas d'énergie, je le disais. Des compétences, on en regorge. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de convaincre. C'est d'aller voir les gens. C'est de leur expliquer. C'est de leur expliquer aussi à partir de leur vie quotidienne. C'est de partir du réel.
Parce que le patriotisme, il est éminemment pragmatique. Le patriotisme, ça a beau être un mot en isme, ça n'est pas, contrairement aux autres mots en isme, une idéologie. C'est le réel. Je veux dire, moi je suis pas là pour vous vendre une société, une utopie, une société imaginaire. C'est tellement le réel qu'on parle de ce qui existe, et ce qui existe, ce sont les nations. Enfin, la France, ça existe quand même. Notre langue, notre culture, notre histoire, nos arts, nos lettres, notre modèle social, notre modèle républicain, ça existe tout cela. Et c'est de cela dont nous allons parler. Et nous allons partir de cela. Et moi, je veux pouvoir démontrer avec les patriotes, avec vous tous, que le patriotisme, ça n'est pas quelque chose de ringard. Il y a peut-être des partis politiques qui n'ont pas su en parler, qui en ont mal parlé, sûrement. Il y a aussi un système en place qui tient à y rester, qui fera tout, bien sûr, pour défendre ses intérêts acquis. Ce sont des gros intérêts financiers, des gros intérêts médiatiques, et qui fera tout pour diaboliser l'adversaire, bien sûr. On en est conscient de cela, on n'est pas naïf là-dessus. Mais quand même, on peut démontrer que le patriotisme, c'est moderne. Que le patriotisme, il s'intéresse, il embrasse tous les grands sujets de la France, de la société contemporaine de 2017. Je vous prends l'exemple, par exemple, de l'écologie. Toi, Sylvain, qui s'intéresse d'un coup au sujet. Enfin, je ne dis pas qu'il n'était pas attentif avant, hein. Mais il relève la tête. Mais c'est vrai qu'il est en même temps au collectif Nouvelle Écologie. Ah oui, bonne nouvelle, le collectif Nouvelle Écologie, d'ailleurs, qui a quitté le Rassemblement Bleu Marine et pour travailler avec les patriotes. Et c'est pour nous une très belle nouvelle, parce que l'écologie, c'est un grand sujet que nous allons mettre au centre. Mais vous voyez, l'écologie, moi, ça me fait un peu rire, ou un peu... Rire n'est peut-être pas le bon mot, mais allez, on va être positif. Quand je vois Emmanuel Macron qui est à la COP 23, il finit par se perdre dans ces COP, et qui explique qu'il est bien sûr favorable à l'écologie, à respecter l'environnement, etc., etc. Au même moment, vous avez son ministre de l'Agriculture qui passe à la télévision, qui est interrogé sur le CETA, c'est-à-dire le grand traité de libre-échange avec le Canada, entre l'Union européenne et le Canada, et qui a la question de savoir qu'est-ce qu'on fait si jamais on se retrouve avec dans nos assiettes du bœuf aux hormones canadiens à cause de ce traité, parce que ce sera le cas, alors que vous savez qu'on ne peut pas produire en France, et Dieu merci, du bœuf aux hormones. Vous savez ce que répond le ministre de l'Agriculture français? Il répond, écoutez, on informera le consommateur par une étiquette sur le produit. Voilà. Donc en fait, on baisse les bras. Et on accepte cela. Je vous signale d'ailleurs que dans les débats, quand il y a 1 an ou 2 ans, on expliquait qu'à cause du traité CETA, on allait avoir du bœuf aux hormones, on nous disait qu'on était des menteurs. Vous pouvez retrouver les débats. Aujourd'hui, les mêmes avouent qu'en réalité, on avait raison, mais qu'ils ne feront rien. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des grandes déclarations, qu'on aille à la COP 23, mais il faut être concret. On ne défend pas l'environnement si on défend les grands traités de libre-échange comme le CETA. Et là, ils ont ouvert une nouvelle négociation entre l'Union européenne et le Japon pour le traité JAFTA. Vous voyez, c'est jamais fini. Il y a toujours un nouveau traité qui arrive. Pour défendre l'environnement, il faut produire et consommer au plus proche. Il faut donc arrêter avec ces grands traités de libre-échange. Si je vous ai dit ça, je ne vous ai rien dit. Parce que vous devez savoir que ces grands traités de libre-échange, la France n'en est pas maîtresse. Que le gouvernement français n'a jamais négocié une seule seconde le traité CETA. Que nous avons donné notre pouvoir de négociation à la Commission européenne. Qui négocie pourtant avec le Canada, qui lui, vous l'aurez remarqué, le Canada c'est 30 millions d'habitants. C'est un pays. Et qui, en main grand, qui est capable, lui, de défendre ses intérêts commerciaux. Parce que comme un grand, il a négocié avec l'Union européenne, et figurez-vous qu'il a même plutôt gagné cet accord. Ce qui prouve que les nations sont plus efficaces que les gros ensembles qui n'ont absolument aucune efficacité, aucune cohérence. Dans le même temps, le gouvernement baisse les crédits pour la recherche et l'innovation. Or, la transition énergétique, elle passera aussi par l'innovation, évidemment. Il n'y a pas de progrès sans innovation. Dans le même temps, on voit qu'on autorise, on tergiverse sur du glyphosate. On tergiverse sur les néonicotinoïdes, c'est-à-dire les tueurs d'abeilles, comme le sulfoxaflor. Et là, nous avons, au sein des Patriotes, une députée européenne, Mireille Dornano, qui nous a rejoint, qui est référente nationale, elle, à l'écologie, et qui a porté un grand rapport sur les tueurs d'abeilles au Parlement européen, et qui l'a emporté, puisque son rapport a été voté. Elle tire la sonnette d'alarme.
Bien sûr qu'il faut arrêter avec tous ces produits, bien sûr qu'il faut travailler et mettre le paquet sur l'innovation pour mettre en place des techniques alternatives, pas simplement des substituts, parce qu'il ne s'agit pas de remplacer ces produits pollueurs par d'autres encore plus pollueurs, mais des techniques alternatives. Bien sûr qu'il faut aider pendant ce temps-là massivement nos agriculteurs à faire la transition, par des crédits TVA, par plein de choses, il y a plein de techniques, mais il faut le faire. Parce qu'on ne peut pas se contenter de voir la courbe des cancers exploser et autres maladies terribles, de voir les abeilles disparaître, et vous savez ce que disait Albert Einstein sur les abeilles, le jour où elles disparaissent, on n'en a plus que nous pour 4 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, enfin en tout cas, c'est pas très... Comme Albert Einstein n'a pas dit que des bêtises, il était plutôt bête a priori, c'est plutôt inquiétant comme déclaration. Donc agissons. Et pour cela, ne soyons pas empêchés par une Commission européenne complètement corrompue par les lobbies. Parce que les grandes agences européennes, quand elles traitent de ces sujets-là, figurez-vous que sur des dizaines de pages, ce sont des copier-coller des rapports de Monsanto. C'est quand même extraordinaire. Mais on peut parler d'écologie, on peut parler de la protection animale. Qu'est-ce qu'on attend sur la condition des animaux dans les abattoirs? Qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas? On continue avec l'abattage rituel? Qu'est-ce qu'on attend sur les expérimentations animales? Alors, dans de nombreux cas, on peut les remplacer, on sait déjà les remplacer, sans les animaux. Mais qu'est-ce qu'on fait sur la corrida, la chasse à courre? Qu'est-ce qu'on fait sur pourquoi on n'aide pas davantage les associations qui recueillent les animaux abandonnés? On attend, on regarde, on en parle, on se fait plaisir, mais on ne fait rien, on ne fait rien. Ben, il y aura, dans la vie politique française, il n'y en aura peut-être qu'un seul, mais on aura l'honneur de l'être. Il y aura un grand mouvement pour la protection animale, et ce seront, mes amis, les patriotes. Et ce sera pour nous. L'immigration. On va être concret là aussi. Oh, y compris, maintenant je vais vous dire, hein, on va aller droit au but, y compris le Front National ment maintenant sur ce sujet-là. Parce que moi je veux bien qu'on dise on va arrêter demain l'immigration massive, chaotique. C'est une évidence. Mais si on ne s'en donne pas les moyens, si en parallèle on dit, bah écoutez, oui, on va sûrement rester dans l'Union Européenne, c'est-à-dire un ensemble sans aucune frontière, avec Schengen, où de toute façon c'est le juge européen qui décide de tout. De tout. Vous savez qu'on n'a même pas le droit aujourd'hui, si on le voulait, demain on ne pourrait même pas rétablir la double peine, ce serait interdit. Ce serait interdit par le juge européen, c'est pour ça d'ailleurs que Sarkozy l'avait supprimé, c'est la vraie raison pour laquelle il l'avait supprimé, c'est qu'il savait qu'il allait se faire taper sur les doigts par le juge européen. On peut continuer comme ça, et on peut dire on peut faire des slogans, mais on n'est pas là pour faire des slogans. Parce que si on fait des slogans, d'abord on ne gagne pas, parce que les gens ne sont pas idiots. Et puis ensuite, si on gagne, on ne fait rien. Donc il faut prendre les choses concrètement, et il faut les prendre de manière ferme, rigoureuse, mais en même temps humaine. Bien sûr que nous réglerons ce problème, et nous redonnerons des frontières à la France. Bien sûr que nous mettrons en place des conditions beaucoup plus strictes d'accès à la nationalité française, parce que la nationalité française, c'est un cadeau, c'est un honneur, et qu'on ne peut pas devenir français comme ça, un peu par hasard, alors qu'on a un casier judiciaire déjà long comme le bras. Ça nous paraît pour nous être une évidence, et c'est une évidence dans tant de pays dans le monde. Mais bien sûr qu'il faut aussi réfléchir d'où viennent ces populations. Elles viennent d'un Moyen-Orient qu'on a détruit. Elles passent par la Libye, alors qu'on y a détruit l'État. Et qu'on y a fait objectivement n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, même il y a maintenant des marchés aux esclaves en Libye. Ça devait être le grand progrès de l'humanité, BHL nous l'avait promis. Et aujourd'hui, on voit des esclaves qui sont vendus $700, $800, enfin, c'est terrible. Et puis, ces populations viennent d'un continent africain qui va gagner 1 milliard d'habitants dans les 20 prochaines années. Alors, soit on ne veut pas voir ça, et tout ce qu'on fera au niveau national, si tant est qu'on en retrouve la possibilité, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, on en retrouve la volonté et la possibilité, ce ne sera même pas suffisant. Même pas suffisant. Donc il faut aussi travailler intelligemment là-bas. Et là, vous avez, moi j'avais rencontré Borloo qui m'avait parlé de son projet d'électrification de l'Afrique, c'est un superbe projet. Pourquoi? Parce que c'est pas le co-développement, vous savez, parfois on avait l'impression, le co-développement, qu'on versait de l'argent à fond perdu, que ça finissait toujours dans la poche d'un dictateur africain. Ça n'allait pas au peuple. Alors le but c'est que ça aille au peuple. Et lui il a un projet très concret, pas cher, 3 milliards par an pour toute l'Europe, qui pourrait s'y mettre pour le coup ensemble. Et qui dit, bah voilà, on va faire passer le taux d'électricité en Afrique de 40% à 80% en 10 ans. Mais en faisant ça, avec le public, avec le privé, eh bien, on donne accès à des populations entières aux soins, à l'emploi, à l'école.
Et donc en réalité, on fixe des populations sur place. Et le choc démographique africain, on peut l'aborder dans des conditions beaucoup plus sereines. C'est notre obligation aussi, même si ça n'est pas dans nos habitudes pour certains de réfléchir ainsi. C'est une obligation de le faire. Parce que sinon, on parlera dans le vague et dans le vent. Et les patriotes, vous le savez, je vous l'ai dit, ils veulent parler dans la vérité. Concret, très concret, le patriotisme. C'est le patriotisme qui permet de lutter contre les délocalisations. Industriel, c'était Whirlpool. Maintenant, ça touche les services, c'est Castorama, Brico Dépôt. Vous avez vu 500 emplois qui partent en Pologne, dans la comptabilité et dans le contrôle de gestion. Ouais, moi, j'aimerais bien qu'on fasse d'abord un grand moratoire national sur les délocalisations. Qu'on fasse un peu le point. Où est-ce qu'elles sont justifiées? Où est-ce qu'elles ne sont absolument pas justifiées et simplement boursières? Qu'on fasse un premier point. C'est bien le rôle de la puissance publique, quand même. Puis deuxièmement, qu'on mette en place ce que les États-Unis sont en train de mettre en place. Une taxe dissuasive. Vous délocalisez, mais n'importe quel produit ou service qui sera ensuite, qui reviendra en France et qui sera issu d'une délocalisation, on le taxera à 35%. Alors vous réfléchirez à 2 fois avant de délocaliser. Parce que cette taxe dissuasive, anti-délocalisation, elle aura son efficacité. Ça, c'est de richesse, de beauté. Bien sûr que si, au contraire. On est ici en Alsace. Moi, j'ai jamais considéré en venant ici que je venais dans le Grand Est. Vous voyez, ça ne se même pas le même. Ces fusions de régions, ça n'a pas été bon. On l'avait dit, on l'avait devancé. Maintenant, même ceux qui étaient favorables sont en train de le reconnaître, ça n'a pas apporté de plus et ça coûte très cher. Vous savez, nous, on est très favorables aux communes parce que c'est la proximité. Ils sont en train de les faire disparaître, de les faire fusionner de force. Bon. Alors, c'est la proximité. Et le rôle du maire ne doit pas être négligé. Il doit même être aidé, le maire, dans les petites communes. Parce que ce n'est pas un travail facile et il touche quelques centaines d'euros d'indemnité. Donc, c'est tout à fait dérisoire, alors que c'est un vrai boulot et qu'on en a tous besoin. On est attaché au département, c'est aussi une structure qu'on connaît bien et à laquelle on est attaché. On veut la disparition des conseils régionaux, parce que ce sont des élus en plus. Parce qu'autour des élus, ce sont des structures en plus, très coûteuses, dont on peut se passer. De la même manière, on peut se passer du Sénat, on est pour la disparition du Sénat. Une seule assemblée, bien élue, à la proportionnelle, souveraine et non plus qu'elle s'enregistre aux directives de Bruxelles, ce sera largement suffisant. On n'a pas besoin d'un Sénat avec je ne sais qui à l'intérieur qui coûte extrêmement cher et ce sera très bien comme ça. Donc oui, on est pour la disparition des conseils régionaux. Mais dans le même temps, donc, on fera disparaître ces grosses régions fusionnées. Et donc on fera revivre les vraies régions. Et notamment, on fera revivre. Moi, je connais bien la Lorraine, mais on fera aussi revivre l'Alsace, Andrea. On fera aussi revivre l'Alsace. Et figurez-vous que ces conseillers régionaux, on les remplacera par l'alliance des conseillers départementaux. Et moi, j'aimerais notamment que ces conseillers départementaux puissent se réunir régulièrement sur les sujets plus culturels pour réfléchir ensemble à ce qui fait la richesse et la beauté d'une région en France, comme l'Alsace. Voilà ce que nous ferons. Gain d'argent, gain d'efficacité, gain démocratique et respect de ce qui fait la grandeur, la richesse de la France, de ces régions, de ces, j'allais dire, vraies régions. J'en termine là pour vous dire que notre mouvement est assez fier et heureux d'annoncer qu'il est, je crois, le premier mouvement politique à avoir eu cette idée. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle les dimanches du patrimoine. C'est-à-dire que nous allons faire redécouvrir le patrimoine français aux Français. Parce qu'en s'appelant les patriotes, il y a une notion d'amour de la France. Le patriotisme, c'est d'abord et avant tout l'amour de la France. Et cet amour, il doit aussi être sensible. L'amour de la France, c'est aimer son histoire, aimer sa géographie, aimer son histoire plurimillénaire, aimer son patrimoine. Alors nous demanderons à nos référents, quand ils en auront le temps, il n'y a pas d'obligation de le faire tous les dimanches, bien évidemment, c'est selon disponibilité de chacun et sur la base du volontariat. Mais je sais qu'on va avoir eu beaucoup de retours que
beaucoup sont très intéressés et très enthousiasmés par l'initiative. Nous demanderons à nos référents de bien vouloir prendre quelques dimanches dans l'année pour proposer aux patriotes et aux curieux, ce sera ouvert à tous, eh bien, de venir avec eux, passer 2-3 heures, redécouvrir une chapelle, une bâtisse, un château, un village, un monument. C'est-à-dire notre patrimoine local. Pas forcément simplement les très grandes cathédrales, les grands châteaux les plus connus. Mais un lavoir, ça peut être un lavoir. Tout ce qui fait la beauté de la France. Redécouvrir, ou découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, passer du temps ensemble, et puis parler de la France. Parce que, mes chers amis, je suis intimement persuadé qu'on ne se projette pas dans l'avenir sans connaître et sans aimer son passé. Et ça, c'est quelque chose qui vaut pour le patrimoine. Et vivre de ce point de vue-là les dimanches du patrimoine, c'est quelque chose qui vaut aussi tout simplement dans les familles et à l'école. Et c'est pour cela que nous remettrons l'apprentissage de l'histoire de France, dans ce qu'elle a de plus glorieux, bien évidemment, au cœur de l'enseignement français quand nous serons aux responsabilités. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Engagez-vous, transformez les patriotes qui sont autour de vous, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Tout le monde est patriote, tout le monde aime son pays. Mais transformez-les de patriotes avec un P minuscule à patriotes avec un P majuscule. C'est tout ce qu'on vous demande. Et c'est de créer cet enthousiasme, de transformer du minuscule en majuscule, comme nous transformerons la France, d'une France qui aujourd'hui a été rendue minuscule par ses dirigeants, demain en France majuscule, c'est-à-dire cette grandeur de la France que nous défendons tous et que nous aimons tous. Merci mes chers amis.